Nous sommes le jeudi 17 mars 2022 et vous écoutez le premier épisode de la 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay, je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Aujourd'hui, pour inaugurer cette 4e saison, nous vous proposons une grande masterclass avec le photographe Jean-Michel Lenoir sur la photographie de paysages en hiver. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. C'est parti pour cette 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Je suis toujours avec toi, Benjamin, mon ami journaliste qui va m'accompagner tout au long de cette saison. Comment vas-tu, Benjamin ? Ah bah écoute, ça va Arthur, je suis ravi de retrouver les micros. Je suis très enthousiaste ce matin. Ouais, ça se sent. Oui, peut-être parce qu'on va pas parler de l'actualité affreuse. Non, nous plombe pas le truc. Sous un autre prisme, mais voilà, on va essayer de parler de nos passions, comme on le fait depuis plusieurs saisons, malgré le contexte particulier. C'est ça. Bon, Benjamin, déjà, première nouvelle, le podcast n'est plus présenté par le magazine Le Monde de la Photo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe ? Oui, alors, depuis 2 ans, la crise sanitaire a fragilisé beaucoup de professions, notamment dans la presse, les éditeurs indépendants qui ont vu l'ensemble de leurs recettes chuter globalement. Je vais donner rapidement quelques chiffres, je ne vais pas vous noyer d'infos, mais globalement, le monde de la photo a perdu environ 800 000 euros sur 2 ans. Voilà. On a eu des problèmes avec des restrictions dans les gares, dans les aéroports, qui sont traditionnellement de gros points de vente pour la presse spécialisée et qui ont été fermés parfois définitivement, des campagnes de publicité annulées ou décalées, etc. Et puis, une inflation incroyable sur des matières premières, notamment la pâte à papier, qui s'est traduite pour nous sur 2021, notamment au second semestre, par une hausse de 44% du prix du papier. Bon, dans ce contexte, on était donc très fragilisés. Et puis, début 2022, se profilait le remboursement des prêts garantis par l'État. Et puis une nouvelle hausse de papier, donc l'obstacle pour un petit éditeur indépendant comme nous qui dépendait que sur un seul titre, le monde de la photo, devenait tout simplement impossible à gravir. Et puis il faut bien reconnaître qu'entre-temps, on avait lancé l'aventure du podcast à tes côtés, Arthur, qui est une aventure qui est très exaltante, enthousiasmante, on l'a entendu dans ton lancement, je crois qu'elle est toujours là. Donc on s'est dit qu'il était peut-être temps de poursuivre sur cette lancée, sur ce marché-là. Et puis, on se rend compte aussi, je pense que c'est pas toi qui vas me démentir, que la charge de travail est quand même... on l'avait peut-être un petit peu sous-estimée aussi. Voilà, il mérite d'y consacrer du temps. Donc, on ouvre un nouveau chapitre avec Faut pas pousser les ISO. Et puis, peut-être que voilà, ça va être la première pierre aussi de nouveaux projets, sait-on jamais. Voilà. En tout cas, je vous invite à lire le mot de l'éditeur, fondateur du monde de la photo, Vincent Trujillo, sur le site lemondelaphoto.com. Voilà, toujours actif, un texte qui dira tout ce que je viens de dire beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'informations. Bon. Alors, le podcast, donc, inaugure cette 4e saison aujourd'hui ensemble avec Jean-Michel Lenoir. Et alors ça va être une saison de malade. Donc, on a prévu 13 émissions. On a déjà 3 émissions spéciales qui sont programmées. Et pour aller au-delà, on va franchir un step et on est très fiers de vous annoncer que le podcast est partenaire du Venezia International Photo Festival qui se déroulera du 7 au 10 avril prochain sur l'île de San Servolo à Venise en Italie. Ce festival propose un cycle de workshops avec des photographes internationaux de renom. Nous avons d'ailleurs rencontré Laura Lalvé, la directrice artistique. Elle nous parle un peu de la particularité singulière de ce festival. On l'écoute. Alors le VIP Festival est avant tout un moment de rencontre et d'échange autour de la photographie dans un lieu magnifique, effectivement sur une île dans la lagune vénitienne. Mais c'est des rencontres entre photographes professionnels et photographes
passionnés de tout niveau. Donc, on a eu la chance d'accueillir des très grands photographes parmi nous, les 2 éditions précédentes, avec des gens comme Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Albert Watson, Peter Knapp. Et cette année, pour la 3e édition, on a le plaisir d'accueillir des photographes de renommée internationale comme Vincent Peters, Eric Bouvet, Alison Jackson, Reza Degati, pour justement 4 jours de rencontres, d'échanges, de créativité autour de ce grand thème qu'est la photographie. Il faut s'inscrire sur un workshop en particulier, en fonction de votre œil photographique, de vos affinités, de vos envies, selon une thématique. On a fondé tout le festival sur un seul mot d'ordre, l'échange et la convivialité. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un workshop, l'idée c'est de profiter des échanges, des moments de repas, d'exposition, de visites, de projections et d'échanges avec et les autres masters et les autres participants pour rendre cette aventure encore plus fusionnelle. C'est une bulle photographique, une évasion photographique pendant 4 jours où vous échangez, vous vivez et vous vibrez photographie. Alors pour célébrer ce nouveau partenariat, nous vous offrons la possibilité de gagner 3 workshops pour l'édition 2022 du festival. Alors pour participer, c'est extrêmement simple et ça se passe sur notre compte Instagram. Dans un premier temps, il faut suivre le compte du podcast Faut pas pousser les ISO et celui du festival Venezia Photo Festival. Ensuite, il faut répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante: sur quelle île en Italie se déroule le Venezia International Photo Festival? C'est très simple, je l'ai dit il y a quelques secondes. Un tirage au sort. J'ai pas entendu. Oh merde. Incroyable. T'as entendu toi, Jean-Michel? Incroyable. Un tirage au sort sera organisé pour désigner les 3 lauréats qui seront révélés dans l'épisode 403 du podcast et invités à nous faire un retour d'expérience après leur workshop dans l'épisode 407. Vous avez jusqu'au 25 mars minuit pour tenter votre chance et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le concours et bien sûr notre site fautpaspousserlesiso.com. Bonne chance à tous. Bon, terminé avec les annonces d'ouverture de saison et les mises au point diverses et variées. Il est temps de présenter notre invité qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, Jean-Michel Lenoir. Alors Jean-Michel, tu es auteur-photographe spécialisé dans les images de nature et de grands espaces. Tu as publié plusieurs beaux livres, dont Évanescence, qui met en lumière 10 années de photographie à la recherche d'ambiances minimalistes et de paysages épurés, et ton dernier projet, Éléments, qui plonge le spectateur dans une vision rêvée de la nature. Tes images sont régulièrement exposées et présentées en galerie d'art, la galerie de l'Atelier aux États-Unis ou EGOA à Paris. Tu as reçu de nombreuses et prestigieuses distinctions comme le BBC Wildlife Photographer of the Year ou le GDT European Wildlife Photographer of the Year. Parallèlement à tes activités d'auteur, tu encadres aussi des voyages photographiques pour l'agence Photographe du Monde. Tu es enfin ambassadeur Fujifilm depuis 5 ans et ambassadeur pour la marque Coquin. Bonjour à toi, Jean-Michel Lenoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es déjà venu, il me semble, une première fois dans la saison 1. On t'a déjà entendu. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez réussi à m'attraper, voilà, je suis entre 2 voyages. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de partager cette passion de la photographie et on va pouvoir parler voilà, de la fameuse notion d'intention photographique. Pourquoi je fais des images, qu'est-ce qui touche ma sensibilité et comment je donne vie à toutes ces ambiances de paysages où les gens sont parfois perdus dans l'immensité. On a fermé le studio à clé. Voilà, tu es ça va être passionnant pendant plus d'1 heure. Ça va être difficile alors. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Vincent Frances, le fondateur de l'agence Photographe du Monde, et de Nicolas Leguerne, le responsable technique chez Coquin France. Voilà pour les présentations. On commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, flashback sur les grosses annonces que nous avons manquées durant l'intersaison. DxO Photolab lance la version 2 de son logiciel Puro et le festival Photo Circulation ouvre ses portes le 2 avril prochain à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image.
Depuis la fin de la dernière saison du podcast Faut pas pousser les ISO, début janvier, il s'est passé beaucoup de choses côté Actu Photo. Impossible de faire un récapitulatif exhaustif, mais nous avons évidemment noté quelques nouveaux produits très intéressants sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir au cours de cette 4e saison. Alors si on reprend les choses de manière chronologique, Leica a dévoilé le nouveau M11, son appareil télémétrique emblématique qui est désormais équipé d'un nouveau capteur 24-36 de 60 millions de pixels. Canon a lancé l'EOS R5C, une déclinaison tournée vers la vidéo et le cinéma de son hybride Star et capable de réaliser des séquences en 8 carreaux à 60 images par seconde. Nikon a officialisé un 400 mm f2.8 en monture Z équipé d'un convertisseur 1,4 fois intégré. Sigma a lancé un nouveau 20 mm f2 en gamme Contemporary pour les montures Sony E et L. OM System, ex-Olympus, a lancé son premier hybride haut de gamme, l'OM1, et 2 nouveaux objectifs, un 40-150 f4 Pro et un 12-40 f2.8 Pro en version 2. Sigma se lance également dans la monture Fujifilm X APS-C avec un 16, un 30, un 56 mm 1.4 et un zoom le 18-50 f2.8 constant. Panasonic a enfin lancé son Lumix GH6, son nouveau vaisseau amiral vidéo professionnel en micro 4 tiers, et Canon, pour terminer, a dévoilé un 800 mm f5.6 et un impressionnant 1200 mm f8, tous deux en monture RF. DxOLab lance la version 2 de son logiciel PureRAW dédié, comme son nom l'indique, au développement de fichiers RAW. Au programme de cette deuxième version, un flux de travail amélioré avec la possibilité de lancer des traitements depuis le Finder d'iOS et un nouveau plugin pour Lightroom classique. L'éditeur précise que sa solution peut servir pour optimiser le rendu des images prises avec des optiques anciennes ou bien améliorer la qualité des images issues de drones ou boîtiers à petits capteurs. Au total, ce sont plus de 70 000 combinaisons boîtiers plus optiques qui sont disponibles avec une prise en charge des boîtiers équipés de capteurs X-Trans de Fujifilm. DxO PureRAW 2 est proposé au prix de 129 € et la mise à jour depuis la première version au prix de 79 €. Et enfin, pour terminer, le festival Circulation de la jeune photographie européenne revient pour une 12e édition à partir du 2 avril prochain et jusqu'au 29 mai, toujours au 104 à Paris. L'ambition du festival est de révéler la vitalité, la créativité et la diversité de jeunes artistes photographes venant de toute l'Europe. 30 artistes seront exposés et une mise en lumière particulière sera faite de la scène artistique arménienne. Le célèbre laboratoire photo Whitewall est l'un des partenaires de cette 12e édition. Nous avons rencontré Anne-Claire Deveau, la responsable marketing de Whitewall, qui nous explique pourquoi ce partenariat est si important pour eux. On l'écoute. C'est la première année qu'on travaille avec Circulation. On est très heureux d'accompagner en fait un festival avec le collectif Fêtard qui se cache derrière cette organisation. C'est un collectif très impliqué dans la scène photographique. En tant que laboratoire photo, on travaille étroitement avec les photographes et galeristes. Et pour cette raison, c'est toujours important d'être proche de la scène photographique et artistique et de s'approcher de Circulation qui soutient fortement les jeunes photographes émergents. Ils ont en plus une dimension européenne qui correspond aussi tout à fait à Whitewall. Et en l'occurrence, Circulation a chaque année en fait un focus destiné à une scène artistique d'un pays. Cette année, ce sera l'Arménie. Et donc, ils nous ont proposé justement de réaliser tous les tirages des artistes arméniens qui seront exposés pendant cette prochaine édition. On a des artistes très intéressants, tout à fait différents, et j'ai vraiment hâte qu'on puisse les découvrir dans le cadre du festival exposé comme il est prévu. J'invite tous les auditeurs à découvrir ce festival qui va durer en plus 2 mois au 104 à Paris. C'est un programme qui est ouvert à tous et je pense que c'est la force de ce festival. Le festival Circulation, c'est du 12 avril au 29 mai au 104 à Paris. Whitewall invite 3 auditeurs du podcast Faut pas pousser les ISO à participer à une visite privée des expositions le 12 avril prochain. Pour vous inscrire, c'est très simple, envoyez simplement un email à contact@fautpaspousserlesiso.com. Premier arrivé, premier servi. Bon,
Bon, finalement, un gros flash actu, parce qu'on est revenu un peu sur tout ce qu'on a un peu manqué durant l'intersaison. La nouveauté du moment, c'est évidemment cette version 2 du logiciel Puro de DxO Lab. Benjamin, t'as pu un peu mettre la main dessus, t'as pu tester, qu'est-ce que ça donne? Ouais, j'ai pu accéder à une version bêta. C'est un petit soft que je trouve très intéressant qui permet surtout de faire un pré-traitement en fait de ces images avant de les traiter de manière plus, on va dire, aboutie dans DxO Photolab ou dans Lightroom par exemple ou dans Photoshop. En gros, si on a ces RAW sur son iOS, dans son Finder, on va dire, on peut appliquer on peut éradiquer le bruit, en fait, appliquer le traitement de bruit HQ, Prime ou Deep Prime, ainsi que des corrections optiques, donc agir sur la netteté de l'objectif ou la correction de distorsion, donc exporter un JPEG si on est satisfait du reste de la colorimétrie, ou un DNG qu'on va ensuite retravailler dans le détail, dans des softs, mais avec déjà ces petites applications made in DxO qui marchent très très bien et qui auront déjà été effectuées. Donc c'est pas mal. Moi j'attends d'eux par contre qu'ils l'intègrent dans leur logiciel maison qui est Filmpack, que perso j'aime beaucoup, avec tous les traitements argentiques qu'ils proposent, parce que là il faut à chaque fois jongler entre les logiciels, mais c'est vraiment une solution intéressante. Jean-Michel, on voit que la monture X de Fujifilm s'ouvre de plus en plus. Alors, il y a eu Tamron qui s'est lancé dessus. Il y a Samyang aussi. Et là, plus récemment, Sigma. C'est une bonne nouvelle, ça, pour les utilisateurs de... Ouais, mais je te parle d'optique avec autofocus, machin, tout le bazar. Hein. Ah ouais, Voigtlander qui fait de très beaux cailloux. C'est une bonne nouvelle quand même que on puisse avoir du choix sur cette monture. Ah oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait votre avis là-dessus. Je pense que c'est bien qu'on puisse avoir, pour un utilisateur, la possibilité d'utiliser des optiques qui sont pas forcément dans la gamme existante de Fuji. Tout à fait. Moi, personnellement, j'utilise même, je sais pas si je peux le dire pour Fuji, sur la gamme GFX, j'utilise une focale de portrait d'une autre marque avec de très bons résultats et que j'utilise pour la photo de nature. Alors parmi les actus, on a vu que Lumix avait enfin lancé son GH6, effet suffisamment rare pour être souligné. Passé l'annonce, le boîtier est déjà disponible a priori dans les magasins. On va avoir l'occasion de pouvoir en reparler de manière très approfondie puisque on vous annonce au passage que nous vous proposerons une émission spéciale dédiée uniquement au Lumix GH6 mardi prochain, le 22 mars 2022. Et puis, on fera aussi une émission sur le micro 4 tiers, de manière générale, très bientôt. Ce qui permettra de parler de l'OM1, qui est un boîtier... on parlera pas que de Lumix. Dont il faut parler. L'OM1 aussi, ouais. Parce qu'Olympus n'est effectivement pas mort. Et enfin, pour terminer, parmi les autres actus qu'on a pu repérer, il y a évidemment le Nikon Film Festival et le prix du public. Les votes sont toujours possibles jusqu'au 10 avril prochain, donc il faut aller découvrir un peu tous ces courts-métrages et donner son avis. C'est vraiment un très beau festival avec de très belles réalisations. Et pour terminer, grande annonce, grande nouveauté, vous le croirez si vous voulez, mais il semblerait que le Salon de la photo soit de retour dès cette année en 2022. Nouvelle date, nouveau lieu, du 6 au 9 octobre à la Villette. Il est permis de rêver, hein. À la fois. Non, mais... Incroyable. Hein, c'est fou. La dernière fois qu'on s'est vu, Jean-Michel, c'était au Salon de la photo. C'était il y a 3 ans. Il y a une éternité, voilà. Et ça peut être... Non, c'est une super nouvelle. Non, c'est une si super ça se concrétise, ouais. On est tous très heureux et dans un très bel écrin. Ça a de la gueule. La grande halle de la Villette, ça claque. Ouais. Bon, voilà pour l'actu. Je te donne maintenant la parole à toi, Benjamin. Cette semaine, nous évoquons la couverture quotidienne de la guerre en Ukraine par l'un des plus grands photojournalistes français qui donne chaque jour de la voix. La story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall. Tu m'entends ? Oui. Ok. Hier, j'ai fait les images donc au pont Irpine. Et aujourd'hui, c'était l'hospice. Et franchement, regardez bien ces images. Moi, j'ai envie de pousser un sacré coup de gueule, quoi. Alors évidemment, ça sert à rien, mais franchement, j'en ai plein les bottes, quoi. Comment peut-on foutre les gens sur la route, les jeter dehors, ils perdent tout, et en plus, ce qu'on fait subir à ces vieillards, hein, vous verrez les photos, hein, peut-être que vous les voyez pendant que je parle, et voilà, voir des petits vieux comme ça,
sous la neige, dans le froid, qu'on fout dans des couvertures, qu'on traîne à moitié par terre, qu'on laisse dans un coin parce qu'on ne peut pas porter les paquets et le petit vieux, alors on amène le petit vieux, puis on retourne faire 500 mètres chercher les paquets. Tu verras, il y a une image où une petite vieille qui est toute seule là, sur ce fond noir, cette terre noire. C'est tragique, c'est horrible. Depuis son arrivée en Ukraine, peu après le début de l'invasion russe survenue le 24 février, Éric Bouvet prend chaque jour la parole sur ses comptes Facebook et Instagram pendant que ces images défilent en toile de fond. Le photographe s'adresse à Amaury Mestre de la Roque, journaliste indépendant, à l'origine de ces sonoramas. Le sonorama, c'est quoi ? Ce sont des images, c'est une ou plusieurs images sonorisées, soit avec la voix des gens qui sont photographiés, soit avec la voix de la personne qui photographie. En l'occurrence, sur la série Ukraine, c'est avec la voix de celui qui photographie. Les formats finaux oscillent entre 1 minute 30 et 5 minutes, donc c'est quand même beaucoup de montage, et tout en tentant de conserver ce qui fait vraiment la singularité de ce grand photographe, c'est sa sensibilité et cette capacité à parler de l'horreur comme de la beauté au sein de l'horreur. Les deux hommes tâchent d'échanger quotidiennement en fin de journée. Une fréquence qui pourrait évoluer en fonction de l'avancée du conflit. Il est très difficile de se caler. Eric a coutume de dire, quand on commence un reportage de conflit, on essaye de raisonner jour par jour. C'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper le lendemain pour aller à tel endroit, pour aller prendre telle image, etc. Et puis à mesure que le conflit dure et le conflit s'intensifie, on raisonne plus en journée, on résume en demi-journée. Puis au bout d'un moment, on résume heure par heure, voire minute par minute. Et c'est ces choses-là que Eric raconte et partage avec une audience de plus en plus large, et je pense que c'est ça qui fonctionne. Ces sonoramas sont visionnés par plusieurs milliers de gens tous les jours. Amaury Mestre de la Roque y voit une autre manière de rendre compte d'un conflit sur le terrain, incarné ici par un photojournaliste expérimenté et profondément humain. Quand vous allumez la télévision et que vous voyez les reporters de qualité, bien sûr, chez BFM et ailleurs, ils sont dans leur rôle en fait de reporter. Toute la symbolique est là. Ils ont le casque sur la tête, le gilet pare-balles, le micro. Ils parlent face caméra et ils racontent ce qu'ils ont vu. On n'est pas dans leur perception des choses, on est dans leur métier, avec la distance qui est celle du journaliste. Eric a évidemment cette distance-là, ça fait juste 40 ans quand même qu'il fait les pires terrains de conflit du monde, mais il a une expérience, celle d'un homme de 60 ans, celle de quelqu'un qui sait ce que c'est que l'attente, qui sait comment tout bascule à un moment ou à un autre, qui sait être prudent, et en même temps qui lui aussi, c'est un humain, donc il a des oscillations, il a des variations, et c'est ça qu'il parvient à transmettre. Le son est aussi un outil supplémentaire pour raconter ce qu'il n'est parfois pas possible de rapporter en images. De pouvoir mettre de la voix, de pouvoir parler de ça, de pouvoir parler de cette frustration, de pouvoir dire, vous savez, moi j'ai vu ces Africains qui étaient à la frontière polonaise, vous vous rendez compte, parenthèse, il a parlé des Africains bloqués à la frontière polonaise, traités comme des bêtes, je reprends ces mots, il n'y avait pas une image, personne n'avait parlé de ça. Il n'a pas pu prendre d'image, lui d'ailleurs, parce que c'était une situation de danger, et c'est un homme prudent, d'expérience, donc sortir un appareil photo à ce moment-là, c'était prendre le risque d'être expulsé du pays, d'Ukraine, donc avant même d'avoir pu franchir la frontière. Mais il nous raconte ça le soir. Il nous raconte ça à tous. Le soir, dans son sonorama, il nous raconte, voilà, j'ai été scandalisé par le traitement presque inhumain qu'on réserve à ces Africains qui travaillent en Ukraine, mais qui veulent évidemment quitter un conflit qui n'est pas le leur. Et ça, il n'a pas d'image pour ça, pour la raison que je viens d'expliquer. Et donc, effectivement, le son lui permet de parler de ça. Sa colère, son indignation, ses loupés. Éric Bouvet se livre avec sincérité, comme il le fait depuis 40 ans au travers de ses images. Il aide ainsi des personnes fragiles à porter leurs affaires ou franchir des ponts, donne des cigarettes, denrées de plus en plus rares a priori. Et paradoxalement, c'est dans la guerre que se révèle la beauté humaine, comme il le souligne dans cet extrait. Il y a deux phrases que j'ai le plus entendues dans mon boulot. La plus souvent, c'est « pas de photo ». Et la deuxième, c'est je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous dire, c'est quand même hallucinant. Les relations humaines sur des conflits sont tellement fortes, c'est tellement sensible. La beauté humaine se révèle dans la guerre, ça c'est sûr. Alors évidemment, comme beaucoup de monde, moi j'ai découvert ces sonoramas d'Éric Bouvet qui sont vraiment saisissants, qu'on peut voir sur son compte Instagram. Il est parti évidemment aussi pour faire des photos. Il est en commande pour Polka, c'est ça ? Oui, en parallèle de ces sonoramas, en fait l'idée est venue vraiment au dernier moment.
Amaury nous a raconté qu'en fait, l'idée est vraiment venue le jour du départ d'Éric Bouvet. Ils ont improvisé ça et depuis, c'est devenu un rituel. Mais à la base, Éric s'est rendu en Ukraine en commande pour Polka Magazine. Donc, il y a des contenus qui vont être produits par Polka. Mais tous les jours, effectivement, il joint Amaury quand il le peut. Ils échangent un long moment. Et derrière, pour Amaury, qui fait tout ça et fait bénévolement, en fait, Amaury va dérusher et fait comme nous, on le fait dans le podcast. En fait, il va monter des petites capsules de 1 minute 30 à 5 minutes. Donc, c'est un gros boulot. C'est très fort comme contenu. C'est souvent très varié. Éric va parler de ce qu'il voit sur le terrain, de la manière dont il témoigne de l'horreur de la guerre, mais il va raconter aussi des gestes très solidaires. Des comportements parfois aussi un peu irresponsables de certains confrères dont ils témoignent, notamment les plus jeunes, qui vont au-devant de tanks russes pour amener des images qui n'ont aucun intérêt. Enfin voilà, on balaye un peu tout ça et c'est à écouter. Et depuis, tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui écoutent. C'est un véritable carton, entre guillemets, et tant mieux parce que ça lui donne, sinon plus de moyens, au moins de la visibilité pour peut-être après être encore plus visible pour d'autres projets. Alors si on met évidemment de côté un peu le contexte dans lequel ces sonoramas sont produits, on voit là une fois de plus comme quoi l'audio peut être un complément extrêmement intéressant et la voix autour de l'image et de la photographie. Tu ne vas pas dire le contraire, j'imagine, Jean-Michel. Oui, clairement, mais je salue le travail de tous ces reporters de guerre. J'ai regardé encore hier soir aux informations le récit d'un photographe de Paris Match qui expliquait un petit peu sa relation à l'image, sur Quotidien. Une super interview que je vous invite à découvrir. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, je serais incapable de cacher mes émotions. Je serais complètement inhibé devant ces scènes de violence, d'horreur. Donc le photographe, c'était Chauvel, je crois. Exactement. Disait qu'en fait son appareil c'était son filtre et en fait une fois qu'il était l'œil dans le viseur, il arrivait à rentrer dans l'image, à aller chercher l'image la plus simple possible. Mais moi voilà, mon univers est loin de tout ça. Je suis plus justement à chercher une forme d'apaisement à travers des paysages. C'est une discipline complètement différente, une approche, un univers différent. Mais je salue le travail remarquable aussi d'Éric Bouvet. Et Chauvel qui a l'honneur du dernier album de Reporters sans frontières, voilà, et qui est retourné sur le terrain, qui retourne de toute façon sur les terrains de guerre, bien qu'il ait entre guillemets plus l'âge de le faire, mais on pourrait dire pareil d'Éric Bouvet. C'est des gens qui de toute façon donnent leur vie à ça et même il amène parfois son fils Chauvel sur le terrain. Il l'a fait en Syrie notamment. Citons qu'il y a quand même pas que Éric Bouvet notamment. Il y a beaucoup de journalistes en ce moment sur le terrain, de photojournalistes. Et parmi les Français, pour Le Monde, il y a Laurent Van der Stock qui fait un travail dingue. Laurence G aussi. Philippe de Poulpiquet qui est là-bas aussi, je crois. Voilà, Philippe de Poulpiquet du Parisien et Édouard Elias qui se trouve lui en Roumanie pour l'instant, qui témoigne de l'afflux de réfugiés. Donc ces gens-là font un boulot admirable et ô combien important. Bon, écoute, on va suivre en tout cas le travail d'Éric dans les jours et dans les semaines à venir. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration après ces émotions avant d'attaquer donc cette grande masterclass avec toi, Jean-Michel, autour de la pratique de la photographie de paysage en hiver. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger en choisissant MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement. Changez d'approche et luttez contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB. Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour parler de la photographie de paysage en hiver. Alors en guise de préambule, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre photographe, le fondateur de l'agence de voyage Photographes du Monde, qui lui aussi est fasciné par la nature, les grands espaces et les décors hivernaux. Il s'agit bien entendu de Vincent Frances. Nous lui avons simplement demandé qu'est-ce qui, selon lui, fait qu'une photographie de paysage est réussie. On l'écoute. Une photo de paysage réussie est une photo que les autres vont avoir envie de faire.
C'est-à-dire que, et évidemment, être l'un des premiers à réaliser cette image, en tout cas avoir telle approche de cette image. Vous voyez, une approche personnelle d'un endroit. On pourrait imaginer un endroit extrêmement usité, extrêmement visité, extrêmement photographié. Une image réussie de cet endroit, ça sera pas la même photo que les autres. Ça sera une photo personnelle que les autres vont vouloir copier, un style personnel que les autres vont vouloir copier, un rendu personnel que les autres vont vouloir copier. Je pense que c'est une bonne manière de se dire qu'une photo de paysage est réussie. C'est d'abord quand elle est personnelle et quand elle inspire les autres. La difficulté avec la photo de paysage, c'est que les lieux sont accessibles. Donc, on peut tous faire à peu près la même photo et on peut tous aller un peu sur le même spot. Et je pense que c'est un piège en photo de paysage de penser que une photo est reliée uniquement à un lieu, à un spot, on va dire. Ce serait une erreur créative, on va dire, de penser et de faire des photos uniquement en fonction de ça. Voilà, une photo réussie, après, d'un point de vue économique, c'est une photo qui se vend. On pourrait imaginer ça aussi. Une photo réussie, enfin, il y a plusieurs aspects qui peuvent définir une photo réussie. Mais je pense que la principale caractéristique de cette photo-là, c'est une photo qui est personnelle, singulière, et qui est une réponse au dialogue intérieur qu'on entretient chacun avec si vous voulez, son cheminement artistique. Et c'est donc un aboutissement de ça. Et si votre aboutissement, c'est la même photo que le voisin, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez loin, vous voyez, dans votre recherche artistique, dans votre intention photographique. Alors que si c'est une photo qui, à l'inverse, est très singulière, unique, ce qui est le cas des photos de Jean-Michel, eh bien, c'est une photo qui va inspirer les autres. Jean-Michel, je me tourne vers toi. Je te pose la même question. Qu'est-ce qui fait que quand tu fais des images, des photographies de paysages, tu te dis « Ah, celle-là, elle est vraiment réussie ». Alors, pour répondre à la question, je vais rebondir sur ce que disait Vincent France, sur la singularité. C'est vrai que l'accès à des paysages est de plus en plus facilité par les moyens de transport, les moyens de communication, de recherche documentaire, Google Maps, donc les réseaux sociaux, les drones. Les drones. Donc, et puis d'un autre côté, on va dire que pratiquement tout a déjà été photographié en termes de sujet. C'est très difficile de trouver un sujet nouveau, parce que surtout sur un paysage qui est quelque chose de quasi immuable. Et ce qui va faire justement la singularité d'une photo, c'est d'abord la sensibilité qu'on va y mettre. Donc la sensibilité, on va toucher à l'intimité. Donc et ça, c'est un cheminement personnel en fonction de son vécu, de son histoire. Moi, si j'aime photographier les arbres dans la neige, ça vient pas de nulle part. C'est pas en détour d'un chemin où je me suis dit tiens, cet arbre il est beau. C'est parce que j'ai mon père qui était anciennement menuisier ébéniste, qui a eu toujours cette sensibilité-là, qui m'a éduqué le regard justement sur les arbres, sur le sens du beau, sur l'esthétique de la nature. Et puis, donc du coup, cette singularité-là, elle va pouvoir avancer et on va pouvoir aller plus loin dans son intention photographique à partir du moment où on arrivera à faire le lien entre le sujet et la manière dont on va restituer ce sujet. Et à quel moment, toi, tu sais qu'elle est bonne, l'image ? Qu'elle est réussie, finalement ? Alors, je suis jamais sûr qu'une image, elle est réussie, parce que ça dépend quelle est la vocation de l'image. Si c'est une image, avant tout, pour moi, une image personnelle, que je vais pas forcément vouloir montrer, ou que je vais vouloir garder pour un projet qui est en attente. Par contre, effectivement, le regard des autres peut être intéressant. Alors, le regard des autres, c'est pas forcément les réseaux sociaux, parce que ça, je lui mettrai un gros bémol. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, une belle image, c'est quelque chose qui va dans le sens de ma sensibilité, sur lequel je vais me dire, là, cette image-là, je la trouve plutôt aboutie. Elle converge vers ce que j'aime faire. Elle dégage cette émotion à laquelle je suis si sensible. Et ça, c'est un sentiment que tu as quand tu arrives sur un lieu où tu te dis là, je sais que je vais réussir à faire une belle image. C'est une sensation que tu as une fois que tu as déclenché, ou tu as vu rapidement un preview sur l'écran de ton appareil, tu dis ça, c'est une super image. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu découvres après coup, au moment du dérushage, de l'editing et de la post-production ? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse.
Tout d'abord, et de plus en plus, j'essaye de penser mon image avant de la faire. Donc ça, c'est valable pour les endroits que je connais bien. C'est vrai, quand on découvre un endroit nouveau, là je rejoindrai un petit peu l'approche de Martine Franck qui dit que voilà, on photographie les paysages par envie, par besoin. Et elle dit une chose qui pour moi a été capitale dans ma démarche, c'est il faut s'imprégner du lieu, observer. C'est presque une méditation visuelle. Oui, il faut créer une interaction avec le sujet, ne jamais commencer par mettre l'œil dans le viseur parce qu'on passe à côté de beaucoup d'opportunités. Donc je reviens un petit peu à la démarche initiale, on va essayer beaucoup d'observation et d'imprégnation du sujet et c'est un cheminement. C'est ce cheminement d'essayer de trouver les éléments forts. Mais le sujet pour moi n'est qu'un prétexte. Que ce soit un arbre ou autre chose, une ligne de lumière, puisque je fais sur des choses de plus en plus épurées. Et pour ça, les Anglais ont une expression qui est intraduisible, c'est less is more. Et c'est pour moi le fondement même de la photo minimaliste. C'est moins il y en a, plus c'est fort. Mais moins il y en a, plus faut être exigeant à la prise de vue. Donc ça, on va dire, c'est sur l'intention initiale quand j'ai envie quand je connais bien les lieux, si je vois que les conditions, c'est une somme d'ingrédients, la réussite d'une image. C'est pas que la lumière, c'est pas que le sujet, mais ça va être l'osmose, ça va être la résultante de tout ça, la manière dont on va prendre une distance par rapport au sujet, de pas vouloir trop s'approcher. Et un arbre isolé dans un paysage, il y a 1000 manières de l'aborder, mais surtout pas, pour moi, le premier réflexe, c'est pas forcément de m'approcher de l'arbre, mais c'est d'essayer de voir un petit peu, d'analyser comment la lumière, l'incidence de la lumière. Je travaille très rarement avec des lumières directes, et c'est pour ça que j'aime pas forcément le ciel bleu, parce que ça donne des ambiances très très dures avec une lumière directe. Donc je travaille souvent et la base de tout, et c'est pour ça que mon dernier projet s'appelle Éléments, c'est la manière dont les conditions météorologiques ont une incidence sur les ambiances paysagères. Est-ce qu'on va revenir après plus en détail un peu plus tard sur la manière dont tu opères sur le terrain? Mais là, tu cites ton livre Éléments, tu as parlé de Martine Franck. Dans ce livre, Éléments, qui est ton dernier ouvrage que tu viens de publier après une campagne de financement participatif à succès, il y a une citation de l'ex-compagne de Henri Cartier-Bresson et membre de l'agence Magnum, qui dit « La photographie paysage est tout sauf un instantané ». Qu'est-ce que tu peux nous présenter? Je te pitch sur Éléments. Ouais, tout à fait. C'est une citation que j'ai trouvée tardivement dans le livre, mais pour moi, ça a été tellement important de la découverte du travail de Martine Franck dans l'abord de la photo de paysage. La photographie est tout sauf un instantané, et oui, parce qu'une photographie, elle, si on peut, elle doit se penser auparavant. Et c'est un instant T, la photographie. C'est valable en paysage aussi. Mais ça demande un cheminement intérieur important. Et plus on va être dans la préparation et on va dire plus on va être capable d'exprimer sa sensibilité en image, plus ça va demander de la préparation en amont. Et c'est ça qui est un peu une des clés de réussite. C'est entre on va dire l'émotion de départ, quand on voit quelque chose, quand l'œil perçoit quelque chose qui attire le regard et qui va toucher notre sensibilité, et puis la manière dont on va se comporter, c'est la somme des comportements sur le terrain qui vont faire qu'on va arriver à restituer cette émotion-là. Et c'est ce qui est le plus difficile, ce cheminement entre l'émotion initiale et la restitution. Alors, si on reste un peu dans le registre des citations, je te cite, tu dis que tu as une approche résolument minimaliste et suggestive. Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est ça la définition de less is more, en fait. C'est complètement ça. Et on va dire, mon interprétation de cette approche-là, c'est... effectivement, je suis dans une démarche où j'aime suggérer les choses. Donc, j'ai pas besoin d'en montrer beaucoup. Je peux laisser parler l'imaginaire. Et voilà, au travers de mes images, j'essaie d'abord de faire des images qui me font du bien, donc des images apaisantes, de retrouver un peu de sérénité. Et je crois qu'on en a tous besoin. On va pas dire c'est une thérapie, mais en tout cas, j'aime les images où
où il se dégage quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement apaisant. Ce qui m'empêche pas de faire des images avec des ambiances plus ténébreuses, plus dramatiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre en lumière justement l'opposition entre un côté poétique d'un paysage et son côté aussi beaucoup plus dramatique. Mais oui, effectivement, ce que j'aime dans cette approche de suggestion, c'est que l'imaginaire, chacun peut voir, découvrir des choses différentes. On n'est pas dans l'univers figuratif, qui est un autre univers que j'aborde également, mais je trouve plus de satisfaction personnelle à avoir une démarche où on laisse on va dire, son imagination découvrir les choses. Même si tu orientes un petit peu, puisqu'il y a quand même des thématiques dans les bouquins. Si tu les ordonnes par thématique, tu travailles par éléments, justement. Oui, en fait, il y a dans un projet, que ce soit Évanescence ou Éléments, j'ai découpé en plusieurs parties parce que j'aurais pensé que ça aurait été un peu monologue, un petit peu monotone, d'avoir un long sujet, une centaine d'images de même type. Je préfère, entre guillemets, orienter par des univers, des déclinaisons du sujet principal. C'est un conseil qu'on pourrait donner, ça, à des gens qui veulent s'essayer Je ne sais pas, mais j'ai trouvé l'exercice d'un beau livre difficile de pouvoir raconter un récit à travers une succession d'images sans lasser le lecteur. Donc c'est pour ça que je suis, et ça c'était aussi un travail de concert avec le premier éditeur, c'était de dire non, on va découper en plusieurs univers de manière à rester plus cohérent dans chaque sélection d'images, dans chaque série d'images. Puisqu'en fait, si on prend Éléments ou si on prend Évanescence, à chaque fois, Évanescence qui est, on va dire, qui est le reflet des différents états de l'eau. Donc, ça peut être la mer, ça peut être la brume, ça peut être la glace. Et c'était bien d'orienter pour que le texte aussi qui accompagne, même si c'est un texte assez succinct, puisse être vraiment en totale cohérence avec les images. On va parler un peu météo, maintenant. Qu'est-ce que la saison hivernale, finalement, apporte de plus dans tes photographies de paysages? T'aurais pu aimer profiter des chaleurs des tropiques. Non, tu t'es un peu spécialisé dans tout ce qui était froid et hiver. Alors, froid peut-être, l'hiver, oui, mais il n'y a pas que l'hiver. Les brumes d'automne sont absolument extraordinaires on aussi. Reste dans le froid, là. Mais c'est vrai que des fois on me dit mais pourquoi tu fais pas des photos de la mer avec du soleil? Et je dis bah non, mais moi là où je vais il y a pas trop de cocotiers. Cette attirance pour les pays nordiques, je pense que c'est le dépouillement visuel des choses, et la saison hivernale est particulièrement propice à ça. Donc j'étais encore la semaine dernière en Norvège, et effectivement quand il y a des épisodes de neige, mais j'ai l'impression de retourner en enfance, et j'ai gardé entre guillemets cette fraîcheur là de pas être blasé et de toujours avoir un côté, de vivre un rêve éveillé quand il neige, parce que il y a un côté extrêmement féerique, et le paysage il vit au rythme de la neige qui s'accumule, de l'effet du vent qui tourbillonne dans la neige, qui crée des ambiances vraiment très particulières. Alors Jean-Michel, toi tu voyages du coup énormément à travers le monde à la recherche des plus beaux sites naturels et donc fortiori des plus beaux paysages. Tu organises aussi des voyages photos avec l'agence Photographes du Monde, fondée par Vincent France dont on a parlé tout à l'heure, et que nous avons sollicité de nouveau pour qu'il nous donne sa sélection des plus beaux spots, des meilleurs spots pour aller réaliser de magnifiques paysages hivernaux. On l'écoute. On aime nous dire en voyage que c'est pas un lieu en particulier qui fait une photo. C'est évidemment la sensibilité du photographe qui va permettre d'aller chercher un certain type d'image. En revanche, il y a quand même des terrains favorables à réaliser des photographies plus minimalistes, ou en tout cas qui représentent l'hiver au sens large. Et l'hiver au sens large, ça peut être évidemment le blanc, la glace, les aurores boréales. C'est évidemment des choses qui se passent au-dessus du cercle arctique, en Europe en tout cas. On peut aller aussi évidemment en Alaska et dans le nord du Canada. C'est aussi des territoires qui permettent de faire ça. Mais plus proche de chez nous, la Suède, le nord de la Suède, la Finlande, tout ce qui est Laponie
la Norvège, les Lofoten, Senja, l'île de Senja, c'est exceptionnel. C'est pas très connu, c'est un peu moins connu, et c'est vrai que c'est des endroits où il y a non seulement on est tranquille, mais en plus il y a des belles ambiances. Mais pas uniquement, on va dire, dans des destinations aussi lointaines. À côté de chez nous, on a l'Aubrac en hiver qui est exceptionnel, qui permet aussi de réaliser ce type de photos. Alors, il faut évidemment des conditions particulières d'enneigement, de froid, de vent pour avoir ce type d'ambiance. Il faut y aller donc à des moments assez particuliers de l'année. Je n'ai pas cité l'Islande, mais ça fait évidemment partie des endroits, on va dire, privilégiés. Quand on arrive dans un endroit, ce qui est important, et notamment dans les voyages avec Jean-Michel, on s'immerge, on prend le temps, on retourne plusieurs fois aux mêmes endroits en fonction des différentes conditions qu'on peut y trouver. Ça peut être très tôt le matin, à l'heure bleue, après le coucher de soleil, il peut y avoir de belles conditions avec des contrastes très équilibrés, par exemple. Évidemment, on y va la nuit s'il y a des aurores. Une photographie est un aboutissement d'une démarche artistique, et une démarche artistique est un lien intérieur enfin en tout cas un dialogue qu'on entretient avec quelque chose qu'on a en soi et qui va être à un moment donné connecté avec un territoire. Donc on essaie de varier les lieux de prise de vue, mais avec un fil conducteur qui est l'apprentissage de la photo et son expression personnelle dans une démarche photographique, et c'est vrai que c'est quelque chose que Jean-Michel fait particulièrement bien. Jean-Michel, est-ce qu'il y a des endroits où tu rêves d'aller, où tu n'es pas encore allé? Et est-ce qu'on peut encore trouver des terres inexplorées pour faire de la photo de paysage? Alors, des terres inexplorées, je pense pas. Mais encore une fois, et je suis de plus en plus convaincu qu'en fait, c'est pas le lieu qui compte, c'est la manière dont on va aborder le lieu et le sujet. Je sais que moi, mes premières images, vraiment dans le registre minimaliste que j'ai faites, elles ont été faites dans les Pyrénées. C'était une photo d'Isard qui est toute seule, qui est tout petit, volontairement tout petit sur sa ligne blanche. Et ça a été un vrai révélateur pour moi. Et ça m'a renvoyé à la culture des grands photographes de nature américains des années 80. C'était Jim Brandenburg, Art Wolf, Galen Rowell. Ces gens-là qui ont un peu disparu des radars, et pour cause. Galen Rowell est mort en hélicoptère, je crois. Mais Art Wolf et Jim Brandenburg sont encore très actifs. Mais c'est encore une fois, c'est pas forcément le lieu, c'est l'ambiance, et ça, c'est les conditions météorologiques, donc c'est les conditions climatiques. C'est vrai que les pays nordiques, quand on aime les ambiances hivernales, sont particulièrement propice à trouver ces ambiances minimalistes, mais il n'y a pas que ça. Alors pour revenir à la question, est-ce qu'il y a des endroits où j'aimerais encore aller? Oui, je suis jamais allé au Japon, mais même si c'est un endroit, le nord du Japon est extrêmement connu et convoité des photographes. Il y a eu Michael Kena qui fait un énorme travail là-bas, mais si j'y vais, je vais pas faire du Michael Kena, je vais essayer de rester dans mon univers qui est proche du sien, mais avec un traitement différent. C'est pareil, j'irai bien en Patagonie, parce qu'il y a des ambiances extrêmement fortes, mais toujours avec l'esprit d'en faire une interprétation personnelle. Et est-ce qu'on peut parvenir à une interprétation personnelle en voyageant en groupe, en organisant des sessions comme ça photo? Est-ce que tu en profites pour faire des repérages aussi? Est-ce que tu modifies ta manière de travailler? Alors, modifier ma manière de travailler, pas forcément, parce que les gens qui me connaissent bien, ils savent que quand ils sont avec moi, ils vont voir et photographier des choses qu'ils ne feraient pas tout seuls. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où la gestion d'un groupe fait que, en fait, le rythme, en fonction de l'état de fatigue des gens, moi, des fois, j'ai envie d'accélérer, et en fait, il faut freiner un peu. Mais des fois, en accélérant, on suscite un regain d'intérêt des photovoyageurs, et ça arrive fréquemment. Et en fait, on va dire, il y a une chose qui est très importante, c'est je me suis rendu compte que quand j'accompagnais des workshops, des voyages photos, c'est que si je ne faisais pas de photos, les gens pensaient que c'est parce que ça ne valait pas le coup. Donc du coup, même si le sujet est pour moi moins proche de mon univers, celui que je préfère, eh ben je m'efforce de toujours sortir le boîtier et de montrer des exemples, parce que les gens sont là pour en profiter, et c'est vrai qu'il y a, on va dire, l'accompagnateur a un rôle d'animation sur le terrain qui est extrêmement fort.
Et quand tu travailles pour tes propres projets, comment ça se passe? Tu pars en mission sac à dos tente pendant plusieurs jours pour t'éloigner au maximum de la civilisation et trouver des choses les moins vues possibles, ou est-ce que tu fais des allers-retours avec un hôtel ou je sais pas quoi sur une journée? Comment ça se passe? Alors j'ai les premiers départs pour des photographies vraiment personnelles, c'était comme ça, c'était un peu partir en autonomie plusieurs jours en montagne. Et puis au fil du temps, après, c'est aussi une question d'opportunité, de thématique photographique. J'ai pas forcément besoin de partir en autonomie complète pendant des jours au fin fond de la Norvège ou de la Finlande. Mes sujets étant extrêmement simples, j'ai pas besoin d'une autonomie forte. Donc du coup, oui, je suis dans une démarche plus confortable. Donc je vais partir quelques jours avec si je pars par exemple une semaine en Écosse, ou quand je fais des repérages pour des voyages futurs, du coup effectivement en étant seul, j'ai mon propre rythme, je vais à l'essentiel, je suis beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus d'efficacité sur le terrain, mais ça veut pas dire que je vais forcément sortir de plus belles images. Encore une fois, alors la réussite d'une image, elle est liée, on va dire, au contexte, mais elle est liée aussi à la préparation qu'on en fait, l'anticipation. Je pense que c'est un mot qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est extrêmement important pour moi. C'est en photo de paysage, on est dans une démarche contemplative, mais ça n'empêche pas la réactivité, et l'anticipation la conditionne beaucoup de choses. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire l'anticipation appliquée à la photographie de paysage en matière de prise de vue concrète? Alors, passer des heures sur Google Earth? Pas forcément Google Earth, ça aide. Ça m'a permis de trouver des endroits qui étaient peu vus avec Google 2D, 3D, trouver une vallée, trouver un angle en fonction du lever de soleil. Oui, ça peut aider. Mais ce qui est important, et peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est la manière dont on va interpréter la météorologie. Et c'est pas une science exacte. Donc c'est vrai que j'ai une batterie d'applications, et il faut savoir interpréter, on va dire et surtout mettre en relation une prévision, donc une prévision locale, avec les phénomènes météo locaux, la manière dont, par exemple, si on est dans les fjords dans le nord de l'Europe, c'est vrai que le comportement des nuages va pas être le même sur le trait de côte que par rapport aux montagnes qui sont juste derrière. Donc il faut connaître à minimum les lieux pour savoir un petit peu comment peuvent se former les phénomènes météo. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Parfois, on n'y croit pas parce que le bulletin météo annonce un temps couvert avec un petit peu de pluie. Et puis encore la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé au détour d'un fjord? On sort côté de la mer et il y a une lumière incroyable qui dure pendant 4-5 minutes, où le soleil arrive et de face, et dans des trouées de lumière inonde le fjord, qui devient complètement doré, et les nuages sont complètement embrasés. Donc voilà, il faut être capable à la fois d'anticiper et puis de se donner la chance, sortir de sa zone de confort pour ne pas tout résumer à un bulletin météo. Il faut oser. Ça veut dire que tu scrutes plus le ciel que ton écran de téléphone portable, les applis météo? Je regarde les applis plusieurs fois par jour, au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. T'en as 2-3 à conseiller comme ça? Oui, je pourrais en conseiller. Y a... Météo France, non? Alors en Écosse, je sais pas. Alors pour les pays nordiques, il y a la météorologie norvégienne, donc c'est le site yr.no. Il y a l'application Météo Radar qui fonctionne très bien. On en a une autre, il y a Windy, Météo Blue, qui est très bien, parce que en fait les données météorologiques, elles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut juste s'assurer que sur l'application, le modèle de données soit correct et soit le modèle Europe, celui qui est le plus adapté. C'est vrai que souvent les gens regardent leur smartphone et disent « Ah ouais, aujourd'hui il va pleuvoir ». Non, écoute, on ne doit pas avoir la même météo. Et souvent, c'est les météos issus du modèle américain qui ont rien à voir avec, même si c'est une interprétation pour l'Europe. Mais voilà, choisissez bien votre appli météo, ça fait gagner du temps. Mais au bout d'un moment, voilà, quand on a une tendance générale, il faut savoir oser. Il faut pas regarder juste un algorithme qui sera jamais aussi précis que ce qui va se passer en réalité.
Alors moi, j'ai une question très concrète, parce que je me la suis posée personnellement, et je pense que pas mal de monde se la pose. Bon, on arrive sur un site, ok, donc un site naturel, magnifique. Comment on fait pour trouver le meilleur point de vue pour le photographier, ce site? Est-ce qu'il faut essayer de trouver le point de vue le plus haut possible? Est-ce qu'il faut essayer de trouver le point de vue le plus loin possible pour faire rentrer l'intégralité du site dans son image? Est-ce que tu as des petits conseils à donner sur comment trouver le bon point de vue pour faire un paysage? Très très bonne question, parce qu'en fait, on va dire une bonne photo de paysage ne se résume pas à une équation mathématique. On n'est pas du tout là, on est dans l'ordre de la sensibilité, et une photo qui va nous plaire va pas forcément plaire à tout le monde. Et heureusement, sinon on ferait tous la même chose. Et moi, mon parti a toujours été de faire ce que les autres ne faisaient pas. Du coup, pour répondre à cette question, encore une fois, j'aurais tendance à dire et à conseiller ce que je dis à mes photovoyageurs quand on arrive sur un endroit, surtout un endroit qu'ils ne connaissent pas, c'est donner du temps à l'observation pour voir un petit peu dans une scène, même si vous trouvez ça joli, qu'est-ce qui pourrait rentrer, avant même de parler de composition d'image, de voir quel est le sujet fort. Le sujet fort, quels sont les autres éléments complémentaires? Donc, un sujet fort, ça peut être une montagne qui a une forme dans un fjord. Et puis, les éléments complémentaires, ça va être ce qui se passe souvent au premier plan. Ça, c'est si on veut faire une vue au grand angle, avec de la profondeur et un effet de perspective. En complément de ça, il y a une chose qui, pour moi, est au moins aussi importante, c'est qu'est-ce qui peut parasiter l'image? Est-ce qu'il y a un caillou là qui est mal placé? Est-ce qu'il y a un poteau électrique? Est-ce qu'il y a une voiture qui passe sur la route derrière? Qu'est-ce qui nuit à la lecture du paysage? Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va raisonner en termes de proportion. Et c'est là qu'on va commencer à sélectionner ce qui va potentiellement pouvoir entrer dans un cadre. Mais une photo de paysage, elle se résume pas à l'usage d'un objectif grand angle. Ça peut être aussi, et j'en fais beaucoup, des images faites au téléobjectif pour avoir juste une portion, un détail dans la montagne. Il y a vraiment beaucoup de manières d'aborder la photo de paysage, et on peut pas tout résumer à dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est d'abord la lumière, le sujet, la manière dont on va vouloir apporter sa sensibilité. Est-ce qu'on va vouloir être dans une démarche épurée, ou est-ce qu'on va vouloir essayer d'en mettre le plus possible avec un effet de perspective très important, où là, le choix du premier plan va demander beaucoup d'attention. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui aimeraient aller vers une démarche épurée comme la tienne et qui auraient peut-être la peur du vide en photo? Parfois, en paysage, quand on commence, on a tendance à vouloir justement intégrer des éléments forts sur les zones tiers, remplir les premiers plans. Qu'est-ce que tu dirais? C'est vrai quand on utilise des objectifs grand angle, il y a une tendance naturelle à tout faire entrer dans le cadre, et plus il y a de choses, plus ça nuit à la lecture, plus il y a d'éléments parasites. Donc, pour épurer tout ça, je dirais, la notion de vide, le vide n'est pas rien. Voilà, ça c'est mon expression du moment, et j'en discutais encore la semaine dernière avec des voyageurs. Le vide n'est pas rien, parce qu'en fait, c'est un sujet, même s'il est tout petit, dans un champ de neige, il va être tellement présent qu'on verra que ça. Donc, ça sert à rien de le mettre forcément en gros. Donc là, après, c'est une question d'appréhension du sujet. Est-ce que une ligne de crête, une ligne de montagne va être plus forte si je la zoome un peu plus, ou est-ce que un peu moins? Est-ce que je mets du premier plan? Mais encore une fois, le vide peut donner beaucoup de présence au sujet. Tout va dépendre en fait de la manière dont les couleurs, l'ambiance, des contrastes vont venir souligner ce sujet-là. Je reviens on va dire à des images qui datent d'un petit peu, notamment l'image qui avait été utilisé pour la couverture du livre Évanescence, où c'est juste un arbre au creux d'une courbe dans la composition. Pourquoi j'ai mis l'arbre au milieu? Parce que en fait, c'est le point de convergence de tout. Donc il faut à la fois essayer de trouver, on va dire, la bonne proportion, mais aussi braver quelques
sacro-saint interdit des règles de composition, à savoir mettre le sujet dans le centre de l'image. Savoir oser, ça fait partie aussi une des composantes importantes quand on veut avoir une vision plus personnelle, plus créative. Alors Jean-Michel, donc tu es ambassadeur Fujifilm et à ce titre, tu travailles naturellement avec le système hybride GFX, moyen format donc, sur certains de tes projets. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le système GFX pour réaliser des paysages et finalement quel usage tu fais de l'ultra haute définition? Je rappelle que certains modèles sont capables de monter jusqu'à 100 millions de pixels. Alors le système GFX, pour moi, la première motivation que j'ai eue pour utiliser ce matériel-là, ça a été la dynamique du capteur. Donc la dynamique, la capacité du capteur à restituer, on va dire, les zones de basse lumière et de haute lumière et le rendu global de l'image. Parce que pour moi, la dynamique, c'est une chose, donc la restitution de la lumière, de l'effet de contraste d'une scène. Mais j'y associe, et je ne sais pas si j'ai complètement raison, mais en tout cas, c'est la manière dont je ressens les choses sur le comportement de ce capteur-là, c'est la quantité d'informations au niveau des couleurs. Donc, grosse définition, grosse dynamique, mais aussi énormément de couleurs et de possibilités d'avoir un rendu chromatique qui n'est pas commun. Pour moi, dans mon approche, ce qui compte, c'est pas forcément de révéler 100% de la réalité, parce que la notion de réalité en photographie extérieure, notamment en paysage, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc, quand quelqu'un me dit « Ah ouais, mais là, ce que tu nous montres, c'est pas la réalité », mais quelle réalité? À partir du moment où on fait une photo en numérique, ou même en argentique, c'est une interprétation. La notion de perception des couleurs étant en plus quelque chose d'intime, moi je m'autorise des choses dès la prise de vue, et c'est là où le système GFX a un intérêt pour moi très important, c'est que je peux simuler des rendus de couleurs et de noir qui sont pas ceux d'un espace RVB. Donc du coup, le profil Adobe RVB natif du boîtier, c'est pas celui que j'utilise. J'utilise des profils avec des couleurs différentes qui sont dans mon intention, qui font partie de mon intention. Et ce travail préliminaire me fait gagner beaucoup de temps au traitement, parce que si le rendu du JPEG associé au RAW est entre guillemets ma palette de peintre, ça m'aide à aller jusqu'au bout et à finaliser mon image beaucoup plus facilement au traitement. Et ça veut dire, tu fais confiance au JPEG. On loue souvent la qualité des JPEG Fuji, notamment sur les capteurs X-Trans, pour parler un petit peu technique. Là, c'est des capteurs à matrice de Bayer sur les moyens formats. Est-ce que du coup, tu passes par du RAW ou tu exploites les JPEG? Comment tu gères ta post-prod? Alors, pour répondre à la question, en fait, je vais revenir en fait à l'expérimentation que j'ai eue avec le GFX 100S l'hiver dernier sur le plateau de l'Aubrac, où pendant 15 jours, j'ai eu le 100S entre les mains. Et en fait, je me suis vite rendu compte de manière naïve qu'en fait, je pouvais pas dématricer les RAW sur mon ordi, parce que j'avais pas la dernière version de Lightroom. Et pour cause, en fait, elle n'était pas encore sortie. Et du coup, quand j'ai dû exposer et faire des tirages pour le festival Photobrac, en fait, j'ai utilisé les JPEG. Et je suis allé au labo, j'ai pris le RAW, j'ai pris le JPEG, et j'étais face à une problématique, c'est que j'arrivais pas à retrouver le rendu chromatique, ni le rendu de contraste, l'atténuation des hautes lumières, depuis le fichier RAW, qui depuis avait été dérotisé avec la dernière version de Lightroom. Et en fait, avec le tireur d'Initial Labo, il a dit, mais ton JPEG, il est parfait. Donc on a on a fait une image d'1,50 m d'après le JPEG, et c'est juste bluffant. Et à tort, on pense systématiquement que le JPEG est un fichier dégradé, certes, mais quand il est déjà bien optimisé par le boîtier, les aplats de couleurs, les nuances, les dégradés, quand c'est bon, il faut pas hésiter. J'ai été très dubitatif au début, mais quand je vois le rendu finalisé en image, couché sur le papier, quand c'est bon, faut s'autoriser ça. Alors Jean-Michel, t'es un photographe de terrain, donc la neige, le froid, l'humidité, tout avec un sac à dos. Finalement, on se dit, c'est pas un choix très judicieux, le moyen format, qui est quand même une catégorie d'appareils plus conçu et habitué au confort d'un studio moderne. Alors effectivement,
Le choix du matériel, surtout quand on passe beaucoup de temps sur le terrain, il est lié à plusieurs choses, hein. L'encombrement, le poids, l'autonomie en batterie. Mais quand je vois le gain que j'ai dans ma démarche sur le rendu d'image, aujourd'hui, j'arrive pas à faire... Dès que j'ai plus mon GFX, je fais pas les mêmes images. C'est devenu un outil qui est tellement naturel, auquel je suis tellement habitué. Alors certes, c'est un boîtier qui est peut-être un petit peu plus gros, parce que j'ai le GFX 50S, donc la première génération. Mais je fais cette concession-là. Aujourd'hui, j'ai plutôt adapté mon sac photo. C'est pas difficile. Là, dedans, en ce moment, il y a un GFX 50S, il y a un 23 mm, donc un équivalent 18, un 32-64, un équivalent 25-50, un 100-200, et j'ai en plus, donc j'avais demandé à Fuji de me prêter un XT4 avec le 200 f2, pour pouvoir faire avec le convertisseur, faire des vues plus lointaines, avec une définition vraiment parfaite. Et en fait, je me rends compte que sur le terrain, j'utilise beaucoup plus le GFX. Donc, c'est quand même un sac à dos qui pèse une dizaine de kilos. Mais j'ai pris un modèle de sac qui est très peu épais, qui permet d'être bien plaqué dans le dos. Et du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes pour pouvoir me déplacer longuement, plusieurs heures dans la neige. Tu peux donner une référence pour les geeks que nous sommes? C'est le Wanderer, le Pruc 31 litres, que je trouve vraiment bien parce qu'on peut y mettre autre chose que du matériel photo. J'ai toujours un surpantalon de rechange, des batteries complémentaires. C'est entre guillemets aujourd'hui le meilleur compromis pour des gens qui voyagent, hein, de pouvoir avoir un voyage cabine, un sac photo qui n'est pas trop gros. J'ai pris pour aller en Norvège, au nord de la Norvège, on prend des petits avions à hélice. Au lieu de se voir imposer de faire mettre le sac photo en soute, celui-là je peux le mettre dans les petits compartiments qui sont tout petits, et ça permet d'être plus rassuré. Et puis pour revenir au terrain et au poids du matériel, effectivement j'ai un matériel peut-être un peu plus lourd que des petits, si j'avais uniquement des petits hybrides, mais par contre je sais que je cours pas des dizaines de kilomètres par jour, mais j'ai un matériel qui est vraiment en concordance, en accord avec ma discipline. Est-ce que tu prends un trépied dans tout ça, qui peut te permettre d'ailleurs d'aller plus loin, notamment d'utiliser le mode 400 millions de pixels du boîtier? Alors, pour l'instant, j'ai pas eu la possibilité d'utiliser le mode 400 millions de pixels parce que souvent sur les sujets, notamment avec le ciel, quand les nuages bougent, il y a des problèmes d'assemblage. Alors, je pense qu'on viendra un jour à assembler tout ça. Et puis, c'est aussi parce que j'ai pas encore été dans la possibilité, on va dire, dans l'opportunité de faire des images avec une telle résolution. Quand je vois déjà à 100 millions ce qu'on arrive à faire, même à 50 millions de pixels, j'arrive déjà à faire des tirages en 2,50 m pour peu que je fasse un panoramique d'images assemblées. Donc pour l'instant, le 400 millions de pixels, j'en suis pas à habiller des murs de façades d'immeubles. Peut-être qu'un jour, mais en tout cas, même un capteur de plus petit, un capteur APS-C, on arrive à faire des images d'1,50 m avec une qualité, une définition vraiment impeccable. Donc le choix du matériel doit pas se faire nécessairement à tout prix en tout cas, par rapport à la résolution du capteur. C'est toujours important de savoir ce qu'on va faire de l'image avant de décider d'investir sur un capteur 24 millions ou 50 ou 100 millions. Après, il y a d'autres caractéristiques au boîtier que la résolution, mais aujourd'hui, il faut pas non plus se tromper de débat. Alors évidemment, outre le matériel de prise de vue directe en photo de paysage, on est souvent amené à utiliser des accessoires dans certaines conditions et pour obtenir certains types d'effets. Parmi eux, il y a bien entendu les filtres. Nous avons eu la chance de discuter avec Nicolas Leguerne, le responsable technique de Coquin, le célèbre constructeur de filtres français. Il nous explique quels sont les types de filtres qui, selon lui, sont incontournables lorsque l'on fait de la photographie de paysage. On l'écoute. Alors, pour la photo de paysage, où on a très souvent une lumière assez délicate à gérer, il y a 3 principaux filtres incontournables, selon moi. Et le premier, historiquement, c'est le filtre polarisant linéaire ou circulaire. De toute façon, c'est le même effet optique, qui lui est utile pour améliorer les couleurs de paysage. Car en fait, on va atténuer fortement les reflets sur les surfaces non métalliques, comme les étendues d'eau,
mais aussi la végétation. Et de cette manière, en supprimant la lumière réfléchie par le feuillage, on va récupérer la véritable couleur des feuilles et on augmente donc la saturation des couleurs. Ce filtre polarisant a également un effet sur la densité du bleu du ciel. Donc on va de cette manière augmenter le contraste entre ce bleu qui sera assombri et puis des nuages souvent très clairs. Second filtre très classique aussi pour ce type de sujet, le filtre dégradé neutre ou le fameux GND. Donc c'est un filtre qui est densifié sur la moitié de sa surface, entre une densité maximale et une densité minimale, avec un effet de transition plus ou moins rapide. Donc lui est utile pour justement compenser cet écart de luminance. Et là, en fonction de la densité maximale du filtre, on peut compenser entre 1, 2, 3 et 4 diaphragmes. Une petite variante qui est le dégradé neutre inversé, avec une densité maximale qui se situe au centre du verre. Et là, c'est très utile pour des photos de coucher de soleil, par exemple, où la luminance maximale elle se situe au centre de l'image. Et dernier filtre également incontournable pour la photo de paysage, selon moi et selon Coquin, c'est la densité neutre unie ou le fameux filtre ND pour pratiquer la pose longue. Jean-Michel, tu bosses souvent avec des filtres, toi ? Oui, effectivement. Moi, j'utilise souvent, même très souvent, des filtres, plutôt du filtre dégradé. Les fameux GND. Les fameux GND, j'utilise beaucoup le filtre inversé. Je trouve qu'il est particulièrement adapté dès qu'on a des lumières ou des lumières rasantes, ou en tout cas quand on a un plafond de nuages important et que la lumière se situe plutôt dans la zone centrale de l'image. Alors moi, j'aime pas photographier les couchers de soleil, mais j'aime bien les lumières du matin et les lumières du soir. Parfois, on a un plafond de nuages et au milieu de l'image se trouve une énorme zone de haute lumière. Et donc, en fait, avec un système porte-filtre, on peut décaler au bon niveau dans l'image la correction pour améliorer le contraste et avoir un rendu de luminosité qui soit plus satisfaisant. Voilà, moi je fais partie de l'école des photographes argentiques. J'aime que mon image elle soit la plus aboutie possible dès la prise de vue, et donc c'est pour ça que j'utilise des filtres et ça permet de gagner beaucoup de temps au post-traitement. Il y a toujours besoin d'un peu de post-traitement, mais en tout cas quand on récupère plusieurs diaphes à la prise de vue, et au niveau du post-traitement, on peut aller plus loin et on peut surtout gagner en efficacité. Alors après, il y a d'autres photographes qui sont pas du tout dans cette école-là, qui font plus du bracketing, qui vont faire de la fusion d'images au post-traitement. Mais ce temps-là, moi, je préfère consacrer ce temps de traitement à la prise de vue et mon plaisir, il est d'être sur le terrain. Est-ce que tu conseilles à des gens qui t'accompagnent sur des voyages photos de prendre des filtres ? Si oui, lesquels en priorité ? Et comment tu les manipules sur le terrain pour faire attention particulièrement au milieu hivernal, sous la neige, ils flottent avec les moufles. Comment tu fais ? Alors les filtres que personnellement j'utilise le plus, donc j'ai cité le dégradé inversé, le fameux reverse. Il y a du GND plus classique. Le polarisant, je l'utilise, mais mais pas du tout de manière systématique. Il faut aussi connaître les effets incidents et intrusifs et irréversibles de l'usage d'un fil polarisant. Donc, sur les couleurs, tu veux dire ? Sur les couleurs, sur la densité, parce que ça densifie énormément l'image, ça peut boucher des noirs. Donc sur l'eau, effectivement, ça peut estomper les reflets en fonction de l'angle de la lumière, mais parfois le reflet peut donner beaucoup d'intérêt à une image. Donc c'est vrai, quand je fais des photos de vagues, le polarisant permet de retrouver un petit peu, d'estomper un petit peu les franges de lumière qui permettent, qui justement qui nuisent et qui empêchent de voir la couleur de l'eau. Ça, pour moi, c'est un intérêt au niveau du polarisant. Et puis les filtres ND, pour faire de la pose lente. Alors dans ceux que j'utilise beaucoup, plutôt le ND8. Alors après il y a des indices de correction plus importants, mais après à chacun de savoir en fonction de ce qu'il a envie de faire sur la pose lente, si c'est des effets très marqués, très lissés, avec des nuages qui filent ou de l'eau extrêmement soyeuse. Il faut trouver c'est le filtre qui convient le mieux à ce qu'on aime faire. Et sur la manipulation ? Alors sur la manipulation, quand il fait froid, effectivement, ça peut être un problème. On a travaillé pas mal avec Coquin justement sur l'aboutissement de la dernière version du système porte-filtre, où en fait
Les filtres sont intercalés, sont pris dans un cadre métallique, un cadre en aluminium, et le système qui accueille ces frames, donc ces cadres, est monté sur des billes sur ressort. Donc en fait, au lieu de glisser le filtre verticalement, on peut le clipser directement. Et ça, l'hiver, c'est pas mal parce que quand on a froid aux mains ou effectivement quand on a des moufles, le temps de sortir des petites mimines, en fait, on gagne du temps et ça évite de trop refroidir les extrémités des doigts. Surtout quand on touche des éléments métalliques et qu'on serre un matériel, qu'on prend un trépied, effectivement, au bout d'un moment, quand il fait autour de 0, c'est pas un problème, mais quand c'est surtout les effets du vent qui sont extrêmement délicat à gérer. Et quand on commence à avoir très froid au bout des doigts, si on peut gagner du temps sur le terrain, c'est toujours un confort qui est apprécié. Alors, il y a un point aussi important, on n'en l'a pas évoqué, mais voilà, sortir de sa zone de confort, c'est un des éléments extrêmement forts de la photo de paysage, parce qu'on est dans des conditions de prise de vue qui sont souvent difficiles. Le vent, la neige, la pluie. Je crois que surtout quand on utilise des filtres, le plus délicat, c'est la pluie, surtout quand on est face au vent. Donc, il y a un outil génial, mais il faut en avoir plusieurs dans la poche, c'est la chiffonnette. C'est tout simple, mais sans ça, c'est mort. Dis-moi, Jean-Michel, la majorité des moyens formats Fujifilm, des GFX, sont équipés d'une stabilisation embarquée sur le capteur. Il y a même certaines optiques qui sont elles-mêmes stabilisées. Est-ce qu'on peut vraiment faire des photos à main levée parfaitement nettes avec un 100 millions de pixels ? Alors, à ce niveau-là, j'ai été assez bluffé par le test sur le GFX 100S. J'ai fait une série d'images avec le zoom 100-200, donc qui est l'équivalent d'un 75-150. J'ai réussi à faire des images donc à 150 mm ou 1/10 de seconde net, avec un capteur 100 millions de pixels derrière. Donc c'est quand même une jolie performance. Après, effectivement, le gros intérêt d'avoir un capteur stabilisé, c'est de gagner en autonomie sur le terrain pour pas être systématiquement obligé d'utiliser un trépied pour faire ses prises de vue sur des temps de pause de 1/20, 1/30, 1/100 de seconde. Sur le GFX 50S qui n'est pas stabilisé, je sais qu'avec des focales intermédiaires, si je suis en dessous d'un 125e de seconde, de toute façon, mon image sera floue si je suis à main levée. Donc je sais que par contre, à contrario, avec le 100S, je suis net. Ça, c'est sûr. Donc effectivement, ça permet d'être un petit peu plus libre sur le terrain. Après, l'usage du trépied, pour moi, je le vois d'une autre manière. C'est une manière de me poser, de faire un cadrage peut-être plus précis, surtout quand on travaille sur les lignes d'horizon, sur la mer. Il n'y a rien de pire que d'avoir des éléments de détail qui sont en périphérie de l'image et qui vont disparaître au moment où on va devoir redresser l'image. Donc tous ces points d'attention-là, généralement, on les voit plus facilement au moment de la prise de vue quand on est sur trépied. Merci Jean-Michel pour tous ces conseils. Je vais devoir mettre un terme à cette discussion et on va attaquer la célèbre rubrique, le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour cette grande masterclass sur la photographie de paysage en hiver. Jean-Michel, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir de notre grande discussion, qu'est-ce que ce serait ? Bon courage. Et bam. Alors, la première des choses, se donner le temps de l'observation sur le terrain, s'imprégner du sujet. Le deuxième, aussi important, sortir de sa zone de confort. Affronter les éléments, donc. Affronter les éléments. Et de là, on découle le troisième, sur l'anticipation. Se renseigner, le bulletin météo, mais pas que ça. Et donc, du coup, savoir oser aller au-delà d'une intempérie, d'une averse. Quand on va en Écosse, il pleut fréquemment. Mais quand on est dans un système d'averse, il y a aussi autant d'éclaircies que d'averses. Donc, il y a aussi des fenêtres météo. Encore le dernier voyage en octobre.
il y avait une averse toutes les 5 minutes avec de la grêle, mais il y avait toutes les 5 minutes, il y avait un nouvel arc-en-ciel avec des lumières incroyables. Donc voilà, il faut aussi y croire, et ça nous fait régulièrement sortir de la zone de confort, et du coup, ça nous donne l'obligation d'être humble devant ça, parce qu'on ne peut pas décider de la lumière. Il faut juste pouvoir être présent au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est déjà beaucoup. Et après, c'est de la volonté. Donc, de là découle encore un autre élément fort, c'est la patience. Et la patience et la ténacité, mais la patience non pas au sens juste l'attente pour l'attente, c'est la capacité à rester serein pendant cette attente. C'est vivre l'instant et le vivre sereinement. Pendant l'émission, on a parlé de destinations qui pourraient te faire envie, mais on n'a pas forcément... Alors, on les a effleurées autour des discussions. On a parlé de celles où tu te rends régulièrement. Quel serait ton top 3, tes 3 destinations vraiment favorites ? Mon pays de cœur, c'est l'Écosse. Moi, j'aime beaucoup le nord de l'Écosse parce que c'est des paysages qui sont moins vus. Est-ce qu'on peut citer des endroits, parfois c'est comme les pêcheurs qui savent que certaines rivières sont très bien pêchées, donc ils ne vont pas révéler leurs secrets. Est-ce qu'on peut être plus précis ? Le nord des Highlands, tout au nord, tout au bout, c'est juste fabuleux. Donc il y a juste une toute petite route, c'est la route 500 en fait, qui est très connue des motards et parce que c'est une route mythique. Et on a l'impression vraiment d'être au bout du bout. Là-bas, la météo, elle est souveraine. Les éléments sont forts. Dès qu'il y a un petit peu de houle, il y a des rouleaux monstrueux. Et puis à l'Écosse, il y a ce côté à la fois très austère, très dramatique. Et puis il y a des moments de répit où c'est juste une ode à la poésie, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis après, effectivement, la Norvège reste une destination qui est extrêmement attractive parce qu'il y a beaucoup de diversité, et dans l'univers des fjords, des ambiances des fjords, se mêlent la mer et la montagne. Et en fait, au niveau de la mer, on a l'impression d'être dans des ambiances des Hautes-Alpes à 2500 ou 3000 mètres d'altitude, parce qu'on a des fjords qui passent de 0 à 1200 mètres, qui sont complètement poudrés de neige, et c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il faut éviter de tomber quand on se lance dans la photographie de paysage ? Alors oui, je dirais un des pièges, c'est la course à l'équipement. Et ça c'est le fruit de l'expérience d'accompagnement des voyages photos, c'est de trop charger son sac photo, et sur le terrain de toujours être dans le dilemme de savoir quel matériel on va utiliser, quel objectif on va utiliser. Et moi, je me rends compte que moins je prends de matériel, du coup, je me pose moins de questions, et du coup, je cherche l'image d'après ce que je ressens et non pas d'après le matériel que j'ai dans mon sac. L'autre écueil auquel on peut faire face, c'est trop se précipiter sur le terrain et pas prendre justement ce temps nécessaire à s'imprégner, et en tout cas, surtout pour les sujets les plus où le sujet n'est pas évident, c'est la peur du vide, et souvent les gens disent ouais, mais je suis pas inspiré. Réfléchis, essaye de creuser un petit peu, sors de ta zone de confort, sors de ce qui est évident à l'œil, et imprègne-toi plus de l'ambiance que du sujet lui-même. Et là, si on devait partir demain sur une destination, justement, quel serait l'équipement minimal à prendre en restant global ? Moi, je dirais s'il y avait 2 objectifs à prendre, soit l'équivalent d'un zoom 16-35 pour avoir pas mal de possibilités de cadrage pour des grands paysages ou avec des effets de perspective marqués, et puis un zoom 70-200, et si on peut mettre là un 3e objectif, on prend un 24-70 ou un 24-120 qui est une focale, qui est un zoom extrêmement polyvalent, et si on doit en retenir 2, on prend un 24-70 et un 70-200, et avec ça on peut faire déjà énormément de choses, énormément. Jean-Michel, pourquoi l'hiver c'est vraiment une période propice pour réaliser des photographies de paysages ? L'hiver c'est une période où la lumière reste basse tout au long de la journée, du lever au coucher. Et si on va dans les destinations nordiques, le soleil il dépasse pas les 20 degrés d'inclinaison tout au long de la journée au mois de février. Donc ça permet d'avoir des belles conditions de lumière et des belles conditions photographiques tout au long de notre présence sur le terrain.
Et puis, parce que dans ces destinations-là, il neige souvent. Il fait pas très froid, mais il neige souvent. Et du coup, le paysage, il change extrêmement, il devient extrêmement vivant au fil des aléas climatiques. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes ces explications. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission. On attaque donc le quiz. Je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qui t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Est-ce que tu as bien compris la consigne ? C'est tout à fait compris. Alors on y va. Première question qui nous vient d'une certaine ou d'un certain Delph_autographie. Cette personne se demande, est-ce que l'on choisit un thème de livre qu'on travaille ou est-ce qu'il s'impose à nous après coup ? Alors, si je prends l'exemple d'éléments, en fait, c'est la période de confinement. Donc, c'est la situation du moment qui m'a fait donner envie de retrouver des espaces de liberté. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je me penche sur des travaux vraiment extrêmement personnels pour en faire l'aboutissement, pour aller le plus loin possible et montrer ce qui me touche le plus dans mon travail de photographe. Si je prends Evanescence, c'est pareil, c'est à un moment donné, un livre, à un moment donné, il faut s'arrêter sur son travail, sans se retourner, mais avancer et montrer ce qui nous touche le plus. Deuxième question qui nous vient d'un certain A_femme_van. J'avais oublié que c'était compliqué de lire les blazes Instagram des mecs qui nous posent les questions. Mais en tout cas, cette personne se demande où faire le focus sur un vaste paysage. Alors, en règle générale, le focus, on le fait dans le premier tiers de l'image. Ça, c'est des règles optiques. Mais en fait, ça dépend d'autres paramètres. Ça dépend de sa distance au premier plan. Ça dépend de sa focale. Donc, en fait, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Moi, je conseille de se rapprocher et de regarder sur les applications de gestion d'hyperfocale. Mais c'est ces 3 éléments-là. Distance au sujet, focale et ouverture. Autofocus ou pas ? En live view, autofocus, parce que ça peut être assez précis. Si je suis dans l'obscurité, je vais mettre en manual focus. Merci beaucoup. Troisième question d'un dénommé Rico78. Rico se demande comment faire pour réaliser des paysages originaux de lieux très connus. Eh ben, j'en reviens à la notion de sensibilité personnelle. Quand il y a des endroits qui sont extrêmement connus, on essaye de porter son regard. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui sur l'abord d'un sujet. Tout a déjà été photographié et c'est la personnalité qu'on va y mettre qui va donner un élément différent, une singularité. C'est extrêmement clair. On attend la fin du chronomètre quand même. Si c'est pas clair, écoutez l'émission. Écoutez l'intégralité de notre discussion. Et enfin, pour terminer, une question de moi, de mes soins, une question qui tue. Si tu devais te contenter que d'un seul accessoire photo jusqu'à la fin de ta carrière, tu choisirais le trépied ou les filtres ? Le trépied, c'est ma béquille, c'est ce qui me permet d'aller chercher des lumières extrêmement subtiles quand il n'y a pas de lumière, quand il y a des conditions de prise de vue sur lesquelles on est obligé de se reposer sur un élément qui va nous permettre d'emmagasiner de la lumière pendant un certain temps. Plus que le chiffon ? En termes de chiffon, ouais. Le chiffon, ça prend pas beaucoup de place, donc du coup, personne ne verra que je l'ai pris dans la poche. C'est parfait, merci beaucoup. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jean-Michel, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous à nos micros dans notre studio pour cette grande masterclass. Quelles sont tes actualités en ce moment ?
Alors, les actualités, elles sont extrêmement riches puisque dès demain, je m'envole pour New York où j'ai une exposition qui... C'est pas très paysage ça, New York. Hein. Non, mais je vais y montrer des paysages qui me tiennent à cœur. Donc, je vais y présenter tout mon travail sur Éléments. Donc, jusqu'à la fin du mois d'avril, il va y avoir dans cette exposition-là qui aura lieu donc dans le quartier de Chelsea à la galerie L'Atelier. En plus, donc l'Affordable Art Fair de New York du 24 au 27. Ensuite, donc, et parallèlement donc à Boulogne-Billancourt, donc il y a carte blanche aux galeries, donc en partenariat avec le Initial Labo, qui est mon laboratoire. Donc une exposition sur la mer, sur Éléments. Et puis ensuite, il y aura Nature Image tout début avril, le festival de l'oiseau donc fin avril. Et puis après, on va revenir avec une grosse exposition à l'occasion du Vincennes Image Festival. Et puis en fin d'année, on aura Photobrac et j'espère Montier-en-Der. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup à vous. C'était un grand plaisir pour moi. Benjamin, tu voulais nous parler d'un autre podcast en fin d'émission ? Oui, on vous invite à écouter un excellent podcast. Dans l'univers de la photo, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est bien quand il y en a et c'est bien il faut pas pousser les ISO de les signaler en dehors de ce que nous on peut faire. Et on vous invite à écouter Les Voix de la photo, présentée par Marine Lefort, où elle interroge des gens du secteur, voilà, sur leur métier, en quoi ça consiste, sur un format en général d'une demi-heure, des discussions un petit peu comme ça au long cours. C'est vraiment bien fait. Et on vous invite aussi à aller regarder sur la chaîne Fox TV sur YouTube le test terrain réalisé par Olivier Schmitt du MZUICO 150-400 que nous avons produit. Donc ça, c'est pour vos yeux. Et puis, on vous reparlera bientôt du Vincennes Image Festival. Jean-Michel vient d'en parler, il va y exposer. Et puis, en fil rouge, on vous proposera des contenus autour de ce très bel événement dont Pascal Maître assurera la présidence d'honneur pour l'édition 2022 qui se déroulera fin mai. Merci Benjamin. Voilà pour cette première émission de la 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. La semaine prochaine, on vous propose donc 2 rendez-vous. Mardi pour commencer avec une émission spéciale dédiée au nouvel hybride Lumix GH6 et jeudi, de manière plus classique, avec une émission, la première, au coin du feu avec le photographe et réalisateur Alexis Berg qui couvre les plus incroyables courses d'ultra trail à travers le monde. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.